Bonjour, bienvenue. Petite question toute bête, et je laisse la parole à Heidi d'abord. Est-ce que vous pouvez présenter votre cabinet, votre activité, depuis combien de temps vous exercez, histoire de planter un petit peu le décor? Ok, bonjour à tous, donc Heidi Salazar, 35 ans, mariée, 4 enfants. J'ai créé le cabinet Dolce Vita Assurance dans le nord des Bouches-du-Rhône en 2007. Donc le temps passe. Depuis, c'est devenu le groupe Dolce Vita qui est aujourd'hui une mutualisation de moyens entre les différents acteurs de l'assurance et des sociétés de services connexes telles que des avocats, des juristes, des gestionnaires d'entreprise, de la stratégie de communication. Tout ça pourquoi? Parce que chez Dolce Vita, on pense que l'évolution du métier de courtier nous pousse vers la mutualisation de moyens et des métiers d'assurance et des métiers connexes, et qu'ensemble nous sommes plus forts pour répondre à la demande de nos clients, pour répondre aux réglementations qui nous sont imposées et pour être meilleurs tout simplement. Donc voilà ce qu'est le groupe Dolce Vita. Merci beaucoup. Bernard, à vous. Alors Bernard Albenois, 61 ans, donc 4 enfants, pareil, mais avec 2 petits-enfants, notre petite fille qui est née hier, qui s'appelle Nina. Je pense qu'elle était quand même pour le souligner. Donc j'ai travaillé 10 ans, enfin, quasiment 10 ans en compagnie d'assurance à la SMA BTP, 20 ans dans le grand courtage, et ensuite j'ai monté mon cabinet en 2012. Donc je suis âgé et un petit jeune, les deux à la fois. Sur ce qui est Enfin, j'ai toujours pensé qu'il y avait 2 choses qui étaient intéressantes dans notre profession. C'est d'abord d'utiliser tout ce qui était réglementation pour s'en servir comme d'un avantage et pas d'un inconvénient, et pour faire un distinguo vis-à-vis des autres professions qui interviennent sur notre secteur d'activité, première chose. Et la deuxième chose, je suis membre du comité de direction de la chambre syndicale CCA Méditerranée, parce que je pense qu'il faut impérativement s'impliquer. Et bien que nous soyons des professions indépendantes, comme on l'a entendu depuis le début de cette réunion, je pense qu'il faut s'impliquer, se parler, échanger, se protéger en tissant des relations entre nous, en se donnant des informations. Et c'est pour ça que je dirais à la CSCA Méditerranée que je travaille sur le sujet. Merci. Stéphane. Bonjour, Stéphane Elio, le cabinet Gagosian Elio, 41 ans. 3 enfants, donc, puisqu'on parle de tout. Je suis issu du métier de la formation spécialisée assurance, notamment. En 2007, j'ai fait une création de cabinet pour ensuite faire une fusion-acquisition il y a 2 ans maintenant. J'ai un métier de courtier de proximité que je défends bec et ongle. Je suis moi aussi adhérent à la CSCA et au comité directeur avec Bernard. Je dirais, oui, fervent défenseur de la méthodologie de notre métier de proximité, convaincu que c'est comme ça qu'il doit s'exercer et pas autrement, dans la mesure où c'est la seule manière pour moi de tirer notre épingle du jeu et de ne pas je dirais, se confondre dans la masse d'acteurs de notre métier. Voilà. Merci. Bon, DDA, on fait un rapide retour. Donc, entrée en vigueur en octobre, février pour le volet formation. Il y a des axes clés qu'on connaît, qu'on ne va pas présenter, même si je pense que c'est un sujet intéressant. Il y a la prévention des conflits d'intérêts, la personnalisation du conseil, le professionnalisme et la gouvernance produit. Alors, je voulais vous rappeler à tous les attentes qui avaient été formulées par le régulateur, que citait Laurent Voisana tout à l'heure, la CPR, dans une note qui a été diffusée en juillet dernier. Je cite, c'est que les intermédiaires mettent en place des processus d'information et de conseil cohérents, lisibles et distinguant bien les différentes prestations proposées et réalisées, de sorte que les clients soient en capacité de les identifier et de les comprendre. La formalisation du recueil des besoins et exigences et du conseil et la conservation de ces éléments sont nécessaires. Bref, beaucoup de sujets. Alors sur le devoir de conseil que j'ai évoqué à l'instant, la DDA elle impose donc au distributeur d'être capable de prouver qu'il a fourni la bonne réponse aux besoins et exigences qui avaient été exprimés au préalable par son client. Alors Heidi, vous, comment est-ce que vous procédez? DDA, est-ce que ça a véritablement modifié vos pratiques? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après octobre 2018? Alors, il y a forcément un avant et un après octobre 2018. Il n'a pas dit ça, j'en conviens. C'est une obligation. De par la création du cabinet en 2007, on a mis en place en fait, des process de fonctionnement et de traçabilité de la relation client. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où j'étais salarié d'agence d'assurance, il y a une quinzaine d'années de ça,
C'était déjà dans les tuyaux, ces réformes. Et on savait que la preuve de nos conseils, de la relation, des échanges avec nos clients devrait être tracée. Donc partant de là, quand j'ai créé le cabinet, on a mis en place toute la traçabilité et de la relation client et des différentes étapes de gestion. Au fur et à mesure de l'entrée de salariés dans l'entreprise, on a poussé en fait ces process, on les a fait évoluer. Donc quand la DDA est arrivée, tout ça existait chez nous. On faisait déjà de la formulation du devoir de conseil. Pardon, j'interromps, il y avait déjà la DDA avant le DDA. Donc, voilà. Donc finalement, quand on a suivi la suite logique de l'évolution réglementaire de notre métier, la DDA, ça vient pas, c'est pas un immense changement. Ça pousse un petit peu la démarche, ça pousse la professionnalisation de notre métier et ça valorise nos compétences, ça valorise notre conseil et ça valorise le sérieux de nos cabinets. Voilà. Donc l'étape d'après, ça a été de faire contresigner tous les documents à nos clients, de pouvoir leur donner sur une clé USB, sur un mail ou en récupération de données via un site, l'intégralité de leurs fichiers et qu'ils aient accès à tout ce qui les concerne, qu'ils puissent, en cas de litige ou de contentieux, accéder au contenu total des échanges qu'on a eu avec eux ou que l'on a eu pour eux. Parce que n'oublions pas que le métier de courtier, nous sommes mandatés par nos clients pour défendre leurs intérêts. Donc pour cela, si on applique l'ADIA plus la DDA, aujourd'hui, ça nous permet simplement, si on est rigoureux, d'éviter une hypothétique amnésie de nos clients. C'est un joli parapluie. Tout est écrit, tout est dit, ça libère l'esprit, la relation est saine, ça valorise le travail. Moi, je pense que c'est une belle réforme qui tire la profession vers le haut. Est-ce que vous diriez que vos clients s'en sont aperçus? Enfin, je pense qu'évidemment oui, mais est-ce que vous l'avez communiqué? Mais est-ce que vous avez eu le droit à des remarques en disant quand même c'est très très utile? La remarque qui est venue en fait sur l'évolution de ma structure en tout cas, c'est que les gens au bout d'un moment nous ont demandé mais combien on vous doit pour le travail que vous faites? Voilà. Au départ, on n'était que sur de la rémunération com et on ne parlait pas du tout de rémunération. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte ça veut dire que, oui, la valeur ajoutée. Parce que le travail y est. Et quand vous traitez, alors nous, on est spécialisés en risque professionnel de l'entreprise, donc on parle qu'à des dirigeants d'entreprise qui ont une valeur du travail et qui sont prêts à payer si les conseils sont bons et si l'accompagnement est là. Ce qui en soi est quand même le leitmotiv de chaque courtier. La satisfaction client. Alors Stéphane, tout à l'heure, vous évoquiez l'année à laquelle vous êtes installé, même s'il y a une opération de fusion-acquisition récemment, Aïdi, c'est un peu pareil. Et d'une manière générale, est-ce que cette DDA qui vient d'entrer en vigueur, c'est plus compliqué lorsqu'on pratique le métier depuis, certes, quelques années, mais relativement récemment, que lorsqu'on a des décennies de courtage? Je pourrais poser aussi la question à Bernard, parce que c'est son cas. Voilà. Est-ce que c'est plus compliqué dans un cas comme dans l'autre? Alors là, la parole est à vous deux. Alors, pas tous les deux en même temps. Non, alors effectivement, je pense oui que de toute façon, pour tout cabinet qui a un certain nombre d'années, qui est un peu ancré dans ses habitudes, comme dans tout métier, il est forcément plus compliqué de réformer des choses plutôt que de les créer, à mon sens. Même si, à contrario, on part quand même d'un certain savoir, sur un cabinet qui a une certaine ancienneté, on ne va pas avoir les mêmes problématiques économiques, notamment aller chercher en permanence du business et peut-être perdre de vue la partie réglementation. Donc finalement, je pense que les deux ont leur complexité et leurs avantages. Je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais moments. Je pense que de toute façon, comme on le dira par la suite, il y a un moment où il faut plus se poser la question. On doit être en conformité. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose. La question est de savoir de quelle manière on va mettre en œuvre les choses nécessaires pour se mettre en conformité. Et donc il n'y a pas de tropisme réglementaire particulier selon son ancienneté dans la profession? Je ne pense pas, mais je vais passer la parole à Bernard. Bernard? Oui. Non, simplement, tout à l'heure je disais que j'avais de l'ancienneté dans le courtage et dans le milieu de l'assurance, pour pas dire autre chose, mais je suis également un petit jeune, parce que moi j'ai créé le cabinet en 2012. La chance que j'ai eue, c'est d'avoir été mis au placard par mon ancien employeur en fin 2011, et pendant 4 mois, avoir anticipé tout ce qui était réglementation et mise en conformité des cabinets. C'est-à-dire pendant 4 mois, je n'ai fait que préparer des documents en me disant ce qui est fait maintenant, ça ne sera pas à faire, et je ne pars pas avec zéro. Donc je rejoins tout à fait ma conscience là-dessus. C'est-à-dire que quand on crée quelque chose, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on a à transformer un cabinet, à procéder à une mutation juridique et littéraire aussi, des textes qu'on envoie. Maintenant, pour ce qui est de la rigueur, je pense que la majorité d'entre nous, c'est intéressant d'avoir du formalisme écrit, c'est intéressant d'avoir des règles,
c'est intéressant de les mettre en avant pour que ce soit considéré comme un avantage de la profession. Pardon. Et c'est vrai qu'on justifie ça vis-à-vis du client, ne serait-ce que voir les mentions obligatoires qui sont sur nos papiers en tête, nos cartes de visite, nos cartes de compliments, nos mails. Les gens qui quand même se posent des questions par rapport à ce qu'ils voyaient avant. Vous voyez marqué Dubois, courtier, c'est fini. Maintenant, suivant le mail qu'on envoie, les mentions légales sont plus importantes que le texte. Bien cordialement, Bernard, et on a 15 pages de texte. Donc, c'est vrai qu'il y a des règles à respecter, des choses comme ça. Cela étant, on a toujours par le passé, enfin, sauf erreur de ma part, formalisé par écrit ce qui s'était passé par oral. C'est-à-dire que si vous avez un client qui vous dit « j'ai envie d'assurer, il faut que tu m'assures pour mon activité USA Canada en RC dans tel domaine, où je fais 4 millions d'euros de chiffre d'affaires », la moindre des choses, c'est de lui retourner un mail en disant « je fais suite à notre entretien au cours duquel tu m'as dit que… » Donc voilà, après c'est un process qui évite de se tromper. Ces 4 mois dont vous parliez, là, que vous êtes installé en 2012, vous étiez fait accompagner par quelqu'un de l'extérieur ou pas? Ah non, j'ai joué avec l'ordinateur, je me suis régalé. Très bien. Voilà. Non, c'était très intéressant et j'ai refait tous les questionnaires que j'avais à faire dans tous les secteurs d'activité. J'ai fait à peu près 200 documents, c'est très marrant. Vous avez fait votre propre autorégulateur. Voilà. Très bien. Impartial. Vous évoquiez les informations que vous transmettiez à vos clients. Alors, précisément, transparence et devoir d'information de son client, c'est un des points qui est évoqué par DDA. Quel type d'information, comment est-ce que vous y prenez pour que ce soit totalement DDA compatible aujourd'hui? Bernard, pardon. Alors, tout ce qui est… Bon, déjà, il y a une information qui est donnée au client en précontractuel. C'est bien de ça qu'on… Oui. C'est votre question. Donc, en fait, on lui donne des informations sur notre cabinet, sur l'indépendance du cabinet, sur tout ce qui est respect des normes, assurance, responsabilité civile professionnelle, garantie financière, etc. Ensuite, il y a une phase de collecte, disons, de mise en forme des besoins tels qu'il les a exprimés, par écrit, de telle façon qu'on ne se trompe pas et qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'important. Et après, lorsqu'on arrive à un projet, il y a une fiche d'information de conseil qui est donnée, dans le sens où on synthétise à la fois les besoins qu'on avait déjà écrits, qu'on avait déjà formalisés auparavant à l'intérieur de cette note d'information et de fiche d'information des conseils. Et enfin, lorsqu'il y a le contrat, si on a le bonheur que le client signe accepte l'offre qui a été faite parmi plusieurs autres, puisqu'en tant que courtier, on se doit quand même d'avoir au moins 1 ou 2 offres, ou même plus, 2 ou 3. Il y a l'IPID qui est délivré avec le… Voilà. Alors, cet IPID, ce document d'information qui est fourni par… L'IPID, c'est limpide, c'est-à-dire que l'IPID, c'est la compagnie qui doit le donner. Bien sûr, mais donc, comment ça se passe lorsque vous allez sur un extranet? Est-ce qu'il n'est pas toujours rattaché à l'offre que vous avez formulée auprès de votre client? Est-ce que c'est compliqué à trouver? Est-ce que toutes les compagnies… Enfin, voilà, est-ce que… Franchement, c'est pas compliqué à trouver. Ouais. Pour ce qui est des contrats simples qu'on peut tarifer, qu'on peut sortir par l'extranet et sur lesquels on peut avoir un contrat sur des bases informatiques sans échange écrit ou oraux avec un souscripteur, c'est très facile à trouver parce que l'IPID il est lié au contrat. Maintenant, il ne faut pas oublier que lorsqu'on entend dans la salle, pas toujours. C'est par exemple… Attendez, alors, une spécificité, moi je ne fais pas de particulier, très peu de pros. Non mais, après, je ne sais pas comment… Non mais, donc je fais surtout de l'entreprise et de l'ARC et transport, auto, etc. Mais moi, j'ai pas de souci pour récupérer, franchement, avec les assureurs avec lesquels je travaille. N'hésitez pas à poser des questions sur SMS ou par l'application. Vous avez des difficultés, madame? Je crois que oui, madame. Non, pas de difficulté, d'accord. Ok, j'ai cru. Mais c'est pas toujours lié au projet. Il y a des produits. Attendez. On va aller chercher le temps avant que ça sera plus. Après, on le trouve. Je disais qu'il y avait des produits pour lesquels le lipide n'était pas généré avec le projet. Automatiquement, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il faut aller le chercher, alors on le trouve, mais c'est du temps en plus et c'est une démarche de plus. Quoi. Ça dépend des compagnies aussi. Voilà, ça dépend des compagnies. Ça dépend des compagnies, mais 80% des compagnies n'ont pas de difficulté. Enfin, pour ce qui est de notre cabinet, on n'a pas de difficulté à les trouver. Et lorsqu'on est sur des contrats qui sont des contrats sur mesure hors extranet, là, il faut les demander, effectivement.
Alors, il y a un autre point qui a été un petit peu toussé, qui avait inquiété, c'était la rémunération. Quels éléments de... Enfin voilà, on devait informer la nature de la rémunération, informer son client de la nature de la rémunération qu'on touche pour la distribution du produit. Heidi, alors vous, comment ça se passe chez vous là-dessus? Quel type d'informations vous donnez? Parce que je sais que vous allez être relativement jusqu'au boutiste. Donc, on n'a pas d'obligation vis-à-vis de la DDA d'une totale transparence. On doit expliquer par qui on est payé et comment on est payé. On ne doit pas dire combien on est payé. Mais pas encore combien. Bon, nous, dans le groupe Dolce Vita, on a fait le choix d'aller jusqu'au bout et de dire combien on gagnait par dossier pour pousser la démarche et aller encore plus loin. Par souci de transparence et parce que globalement, je pense qu'à terme, on nous l'imposera. Donc, c'est prendre peut-être un petit peu d'avance. Ce qu'on fait, c'est que lors des rendez-vous annuels avec nos clients, on pose le budget total assurance du client, on pose le total des commissions et ou des honoraires, et on pose en face le temps passé sur le dossier, sur la gestion sinistre, la gestion client, les rendez-vous, les démarches auprès des compagnies. Et on a une ratio qui Je me permets de vous interrompre, ça faisait suite à une demande ou un appel du pied de vos clients ou pas? C'est ce que j'ai dit à la réponse précédente, c'est-à-dire que quand les clients ont vu l'évolution du travail et des documents à faire signer et à donner, la traçabilité et le sérieux, et c'est eux qui nous ont demandé mais en fait combien on vous doit pour ce travail-là. J'ai dit bon, mais puisque la DDA, on va sur la transparence de la rémunération, bon, on va aller plus loin et on va être totalement transparent, on prend le risque. Au pire, on perdra peut-être quelques clients qui ne sont pas prêts à payer le juste service. Et je pense qu'on va pérenniser de manière profonde et sérieuse tout le reste. Le pari a été relevé, c'est ce qui s'est passé. Donc globalement, à chaque entreprise, quand vous expliquez comment il est couvert, combien il paye, combien vous gagnez et ce pourquoi il vous paye, et donc ce pourquoi vous êtes payé, alors que ce soit par la compagnie sous terme de commission ou soit par lui sous terme de l'horaire, en général, ça se passe plutôt bien. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut avoir le courage d'assumer ce que vous faites sur un dossier, parce qu'il y a peut-être des dossiers sur lesquels on bosse moins. Et lors de ce rendez-vous annuel, on réajuste à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc ça permet, en tout cas chez nous, on le voit comme ça, d'assainir. Et c'est une méthode que l'on a appliquée aux autres métiers du groupe. Donc ça a porté ses fruits quand même. Voilà. C'est une totale transparence. Bernard, Stéphane, qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Vous seriez prêt à aller aussi loin que ce que pratique Heidi? Moi je pense que la tarification à l'heure est un peu légère. Je pense qu'il faudrait... Non. À la minute, c'est pas idiot. Non, pas du tout. Moi, j'ai vécu, j'ai dit, je suis dans le grand courtage français, et dedans, il y avait, enfin, dans un cabinet où j'étais, il y avait un machin qui s'appelait timesheet. Et timesheet, ça veut dire que chaque fois qu'on pensait à un client, soit sous la douche, en se rasant, en se brossant les dents, tout, on notait sur un bout de papier le nombre de minutes pendant lesquelles on avait pensé au client. C'était très intéressant. Ce qui fait qu'on arrivait à tirer des ratios à la fin, et puis le client l'expliquait qu'on avait pensé à lui fortement en la matinée du 14, moyennement dans l'après-midi du 15, etc. Donc ça, je pense que... Ça fait plaisir. Oui. Bon, moi, je pense tout le temps, mais clients même le samedi et le dimanche. Hein. Mais je veux dire par là, ça, je ne rentrerai pas dans ce genre de choses, non pas. Chacun a sa façon d'appréhender sa communication au niveau de la rémunération. Moi, c'est pas la mienne. Ça ne veut pas dire que celle est mauvaise en quoi que ce soit. C'est sa façon de voir les choses. Moi, c'est la mienne. Et comme j'ai de très mauvais souvenirs de ce machin qui s'appelait timesheet, j'ai pas envie de m'auto-flageller, de m'auto-mutiler avec ce truc. Je pense qu'il faut dire aux clients comment on est rémunéré, c'est-à-dire sous forme de commission, sous forme d'honoraires, en étant clair. C'est pas, enfin, je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans les détails. À toi, généralement. va parler dans le micro, ça sera plus simple. Pour être tout à fait clair, je fais à peu près 40% de mon chiffre d'affaires en honoraires pur et 60% en commission. Voilà. Mais les honoraires, c'est évident que le client connaît le montant des honoraires, sinon il ne peut pas les payer. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu plus globalement, j'espère que vous comprenez pourquoi. L'ensemble de la DDA, enfin, ce qui me semble, et j'entends mes confrères, j'entends à peu près tout le monde qui peut en parler, tout le monde râle de cette histoire de DDA, enfin toutes les réglementations qu'on a eues, qu'on nous a mis entre guillemets sur le dos, tout le monde en a râlé. Moi j'ai une manière, mais je vous la fais juste partager, hein, je n'ai pas la prétention de vous y résoudre. J'ai une manière de le voir qui est différente. J'ai toujours considéré que ce métier n'était pas forcément toujours pratiqué de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il me semble que notre réputation nous précède souvent vis-à-vis des clients. C'est-à-dire
on n'a pas forcément, je veux dire, quand vous demandez à un moment donné les deux métiers que préfère un chef d'entreprise, il va vous dire les deux pires en tout cas, c'est le banquier et l'assureur. Donc à un moment donné, en général, on n'est pas porté en ordre de sainteté, on considère qu'on paye des primes inutilement jusqu'au jour où on a un sinistre. Enfin, je pense qu'on a un blason quand même à redorer et qu'il y a beaucoup de matière à faire dans cette partie-là. Il me semble qu'effectivement, j'ai toujours pour habitude de partir du principe que qu'il y a forcément un fondement quelque part et qu'il y a une responsabilité de notre part. Je pense que le manque de réglementation de notre métier a laissé la part belle à certains qui n'ont pas pratiqué comme ils auraient dû et qu'aujourd'hui on se retrouve avec des réglementations qui ne sont pour moi pas trop dures mais qui sont soudaines. Et c'est plutôt ça qui est compliqué à admettre. C'est-à-dire que pour revenir plus concrètement à la DDA ou à d'autres réglementations, je pense, ou en tout cas j'espère, que tout bon courtier qui se respecte appliquait déjà toute cette méthodologie-là. C'est-à-dire que moi, quand je vais chez mon client, je passe du temps à récolter un besoin, je passe du temps à essayer de connaître mon client, à tisser un lien, à se retrouver, à encadrer son risque de la meilleure manière qui soit, à visiter les risques en détail. J'ai le souci du détail parce que j'ai la peur de la moindre erreur, parce que la moindre erreur sous-entendra qu'effectivement l'assureur est un voleur, puisque au moment du sinistre, il ne paiera pas. Oui, mais il ne paiera pas pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si on n'a pas monté dans le bon cadre notre couverture de risque, il est évident que l'assureur, lui, doit rentrer dans ses cases. Et que s'il n'y rentre pas, c'est quand même de notre responsabilité aussi. Donc, il est évident que l'assureur peut avoir parfois une position un petit peu trop tranchée, voire beaucoup trop. J'ai jamais travaillé en compagnie, que je sois clair, ni pour ni contre. Mais il est évident qu'à un moment donné, on a notre part de responsabilité que l'on n'a jamais prise. On s'est souvent caché derrière les compagnies. Moi, j'ai beaucoup de mes confrères qui disent « Attendez, ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la compagnie. » Non, mais alors, soit on est intermédiaire d'assurance, on représente nos clients parce qu'on est des courtiers et on ne représente pas une compagnie, mais il n'empêche qu'on a une délégation de conseil, de confiance, etc. de la compagnie qui nous délègue quand même une bonne part de la charge. Donc, je pense qu'il faut qu'on en soit digne. Ça, c'est la première chose. Dans ce cadre-là, je crois qu'on ne peut pas se réjouir forcément au départ de la DDA et de toute réglementation qu'on nous rajoute. Néanmoins, si on y réfléchit avec un peu de pragmatisme et avec un peu d'encadrement, parce que les outils sont là, ne serait-ce que la CSCA ou les organismes de formation ou autres, il y a quand même un beau package d'outils qui se met en place. Je pense que si on y réfléchit, on se dit qu'à un moment donné, ceux qui n'arriveront pas à se mettre en conformité sont ceux qui n'avaient rien à faire dans notre métier. Et ceux qui, par contre, ont réussi à le faire, ou qu'ils aient été précurseurs ou pas, de toute façon, ce sont des gens qui ont les bonnes pratiques. Et il me semble que pour pratiquer ce métier honorablement, il est indispensable d'avoir les bonnes pratiques. Pour finir. Ouais. Olivier, pour rebondir sur la rémunération, c'était le but. Oui, non, du coup, je voulais prendre la balle au bon, parce que quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, la DDA, c'est du boulot en plus. C'est du boulot qu'on ne va pas passer chez les clients, commerciaux, etc., etc. Ce que vous dites, que vous l'ayez anticipé ou pas, ça s'est traduit par un surcroît de travail quand même. Oui. Alors, sur l'information, le devoir de conseil. Je vais vous faire une double réponse. J'ai deux de mes confrères qui sont là, et c'est aussi pour ça, parce qu'on n'est pas tous pareils, qu'on est là tous les trois. Heidi, qui a un modèle économique qui est très intriguant pour moi, puisqu'on est toujours à l'écoute et d'essayer de comprendre, mais qui n'est pas du tout le mien. Bernard, qui a un modèle économique qui est à l'intermédiaire, je dirais. Et moi, qui est un modèle économique à l'ancienne. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas une seule facture d'honoraires à mes clients. D'accord ? Je ne fais pas non plus d'abandon de com', ça je vous rassure. Mais je suis quand même un peu payé. Bon, voilà. Et j'arrive à gagner ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous les trois, je pense, de très bons professionnels. Là où on se rejoint tous les trois pour avoir passé du temps à en discuter, c'est qu'on est tous les trois attentifs à la pratique de notre métier, à la bonne pratique, à la satisfaction du client. Je ne peux pas critiquer un modèle économique ou l'autre parce qu'effectivement, le client est au centre de la chose. C'est-à-dire qu'un modèle économique, à mon sens, comme celui d'Heidi, l'avantage, c'est que probablement qu'il y a une certaine fidélisation des clients parce que les clients ont peut-être plus l'impression d'une indépendance absolue du courtier, qu'on en aura peut-être moins avec nous. Et le pendant de ça, pour moi, c'est que mettre de l'honoraire en face et commencer à comptabiliser mes heures en conception de contrat, en conception de risque, en visite de risque ou tout ce qui peut aller autour, il me semble que ça fait partie de mon cœur de métier et que je ne dois pas le facturer au risque de perdre une certaine qualité de travail. Je m'explique, c'est très simple. Si je dis à mon client, je viens pour visiter votre sinistre parce que vous avez besoin de moi et que je vous accompagne, parce que le sinistre est important et je veux faire le lien
entre l'expert d'assuré, l'expert compagnie, éventuellement, etc. Et que mon client me dit à ce moment-là, bah, vous comprenez, moi j'ai pas envie de payer 100 € de l'heure pour vous passer 2 heures là, j'ai pas besoin de vous. Non, mais t'as une socle quand même avec un Non, minimum de mais services inclus. je me fais l'avocat du diable évidemment, et je dis pas que c'est le modèle économique d'Heidi, hein, pas du tout. Une question, enfin une réaction plutôt. Le mandataire du client est donc en charge de ses intérêts. Comment peut-on imaginer un instant ne pas être totalement transparent sur la rémunération, nature et montant? Alors, moi pour en finir, je vais pas tenir le micro toute la journée. Je 3 suis... minutes à la réponse. Ouais, c'est ça. Je suis complètement transparent sur ma rémunération et je fais même en sorte, la plupart du temps, d'en parler avec mes clients parce que je pense que les clients imaginent que je pense, pour une bonne partie, parce que l'assurance en intéresse très peu, hein, quand même, il faut être pragmatique, et je pense que beaucoup de clients pensent que la moitié de la prime nous appartient. Donc très clairement, on n'a aucun souci à être un peu plus transparent parce que... Donc d'une certaine manière, ça permet de remettre l'église au milieu du village et de rétablir un peu mais complètement. les Il me semble que c'est bien d'être transparent parce que sinon, ils ont l'impression de nous donner de l'argent à nous et de faire vivre notre cabinet avec leur prime. Bon, ils le font vivre indirectement, mais avec un commissionnement. La transparence, je ne suis pas du tout contre, bien au contraire. Mais là, on joue la transparence aujourd'hui avec la DDA pour dire par qui on est payé, pas par les montants, bon, peu importe. Mais par contre, de là à les quantifier, et c'est là où nos modèles sont différents, je ne critique ni l'un ni l'autre, de là à les quantifier le temps qu'on va passer avec ce client, sachant qu'on a des risques qui nous font perdre de l'argent, qu'on les fait, et que un jour on est récompensé. Je clôt le volet rémunération. Juste, j'y tiens parce que je trouve que ça parle, c'est concret. J'en reviens à Marie-Tournette. Le surcroît de travail, est-ce que vous avez pu quantifier ce que ça a supposé de travail en plus? Alors pas vraiment, enfin, nous pas vraiment, puisqu'on a mis en place dès l'origine les process. Donc on a fait une phase d'adaptation où on s'est tous mis autour d'une table, on a pris la réglementation, on a trouvé auprès de notre syndicat, et on a dit bon allez, qu'est-ce qui nous manque pour être parfaitement en conformité, ou tout du moins être le plus proche possible de la perfection. On a passé un mois en fait dessus pour dire allez on y va, alors pas un mois plein, mais un mois avec des réunions régulières où chacun a avancé. On s'est doté un petit peu avant l'arrivée, la mise en place de la DDA, donc octobre 2018, d'un cabinet d'avocats et d'un cabinet de juristes. On va quand même ouvrir le parapluie avant que ça nous arrive. Et globalement, en un mois, on s'est mis en règle. Je ne pense pas que ce soit parfait, parce que je pense que la perfection est difficilement atteignable. Ceci dit, avec un peu de travail, un peu de rigueur et un peu de méthode, on arrive quand même à se mettre en conformité. Et je pense que cette phase-là devra revenir en fait annuellement. Annuellement, il va falloir faire un point et dire bon voilà, qu'est-ce qui a évolué, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas, où est-ce qu'on pêche, et qu'est-ce qui est difficile à respecter. Parce que dans la mise en place de la DDA, se mettre en conformité, ok, ça le fait, un peu de rigueur, on y va. Par contre, il faut tenir la rigueur dans le temps. Et la difficulté, elle est là. C'est-à-dire que sur un gros dossier, sur une belle entreprise, passer du temps à rédiger un rapport de visite de risque, passer du temps à rédiger les besoins, proposer 3 devis par type de risque, rendre ses conclusions, rendre son audit, revoir son client, il n'y a pas de problème. Pas de problème, ça rallonge les journées de travail. Voilà. Non, ça rallonge, on ne facture pas à l'heure, nous. Hein. On fait des ratios, mais on n'est pas à l'heure précise, et à la minute, et encore moins sous la douche. Non, en fait, on tient à valoriser. Je trouve que le métier de courtier n'est pas assez valorisé. Les avocats se font payer, les experts comptables se font grassement payer, et le courtier, c'est gratuit. Le conseil du courtier, il est gratuit. Donc moi, je suis contre ça. Je pense qu'on détient une compétence qui doit être valorisée et qui est reconnue par nos clients. Parce qu'un bon courtier, il est vraiment appelé par son client, non pas en cas de sinistre seulement, mais quand il est chez son expert comptable, on appelle son courtier. Quand il est chez son avocat, on appelle son courtier. Quand on met en place une vente de portefeuille, d'entreprise, on appelle aussi son courtier. Et ça, pour moi, ça a une valeur et il n'est pas question, parce que je ne le faisais pas payer avant, on a fait payer par rapport aux demandes des clients. Il n'est pas question que ce soit gratuit. Parce que si c'est gratuit, ce n'est pas valorisé. Et à un moment donné, la compétence, elle est détenue. Les courtiers se forment, ils se sont toujours formés bien avant la DDA. Les syndicats sont là pour ça. Les compagnies nous aident dans cette démarche. Et donc, il faut que ça soit valorisé à sa juste valeur. Après, chacun se paye comme il le souhaite. Mais à mon sens, on monte en gamme, en fait. Voilà. Pour revenir à la question sur est-ce qu'on a perdu du temps, sur cette question-là, en fait, je pense qu'effectivement, on a perdu du temps à l'origine. Enfin, c'est pas perdu du temps que d'en gagner par la suite. Par la suite. Voilà. Donc, en fait, on a mis un certain temps à établir des process, à établir
des documents, à respecter, à établir les cadres qui permettaient de respecter les procédures, etc. Cela étant, c'est pas du temps perdu, parce que ça veut dire que, a priori, si on respecte ce qu'on a écrit, on élimine des problèmes hypothétiques, on élimine des problèmes éventuels. Donc c'est pas forcément du temps perdu. Mais c'est vrai que pour tout ce qui était mise en conformité à CPR, DDA, prospective, etc., dans le cabinet, on a travaillé à 1 personne et demie pendant 1 an et demi. Pas à plein temps, mais facilement 2 heures par jour, quoi, sur le sujet. Non, alors, je pousse quelqu'un qui est totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, et qui souscrit totalement, et dit, juste petite question, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais comment identifiez-vous et gérez-vous les conflits d'intérêts de manière plus précise, plus concrète? Pour moi, Celui qui veut répondre. pour ma part, c'est très simple. Donc, il y a une part transparence de la rémunération, là, et le deuxième point, c'est que depuis l'origine du cabinet, on a toujours fait 3 devis par risque, toujours, quel que soit le type de risque, petit ou grand, et qu'on a toujours présenté dans nos rapports sous forme de tableau les différentes offres des différentes compagnies. Voilà. Et après, on a fait l'analyse du chiffrage et on explique en fait à nos clients quel est le meilleur produit pour eux. Donc, une fois que vous faites ça, le conflit d'intérêt, je ne vois pas où il peut être, puisque le choix final appartient au client. Mais vous faites tout ça d'abord. Voilà, on a levé la partie conflit d'intérêt, mais depuis l'origine, en faisant ça, et ça me paraît être cohérent. Très bien. Ça lui permet d'avoir une vision globale. Un point super important, puisqu'il vient de rentrer en vigueur, c'est la formation. Alors ça, c'est un point dur, parce qu'on s'est un peu parlé en amont de cette conférence. Donc là, le volet formation qui rentre en vigueur le 23 février, qui prévoit 15 heures de formation continue par an et par salarié, y compris le dirigeant du cabinet de courtage. Le truc, c'est qu'on est en train de passer d'un univers à un autre. Alors, concrètement, voilà, où est-ce que vous en êtes sur ce chantier-là, sachant que l'année 2019 est quand même déjà bien entamée? Qu'avez-vous compris? Qu'est-ce qui vous manque en termes d'information, etc., etc. Bon, Bernard, si je peux, oui. Allez, Oui, parce que c'est la formation, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ça doit se sentir. En fait, on a si je peux, on a des obligations qui sont les obligations d'avoir des salariés identifiés, qui ont des tâches identifiées, qui doivent avoir 15 heures de formation spécifique sur des sujets spécifiques durant l'année. Et le dirigeant du cabinet aussi. Mais ce n'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, à mon avis, est double. Premièrement, on assiste à une réforme de la formation sur le plan national, d'accord ? On dépendait avant des AGFOS, on ne dépend plus des AGFOS, on ne sait pas très bien quelles se sont mangées. Il y a des rumeurs qui courent dans tous les sens, qui nous disent que maintenant le budget formation maximum pour un salarié, ça va être 500 € à l'année. Inutile de vous dire que 15 heures de formation. Oui. Vous pouvez préciser le avant. Alors avant, jusqu'ici c'était. Avant c'était. Il n'y avait pas de limite particulière, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir, voilà, 3000 €. Voilà. Donc, moi je suis désolé, mais je ne peux pas répondre. 6 000 par an. 6 000 par an. Bon, mais là, ça serait 500 €. Président, merci, président. Donc là, ça serait 500 €, mais personne n'est capable de me le dire. Personne n'est capable de m'informer sur le sujet. Quand on a des réunions avec des organismes formateurs, qu'on les interroge, c'est le flou total. Donc j'ai l'impression de me battre contre un marshmallow dans ces systèmes-là, et que personne ne me répond. On me dit, tu verras bien. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Sachant qu'il y a ça, il y a un deuxième sujet. Nos présidents qui sont là se sont battus, merci président, pour obtenir que la formation puisse se faire intra-cabinet. D'accord ? Ce qui veut dire que, c'est-à-dire que en tant que dirigeant d'un cabinet de courtage, si vous avez des compétences spécifiques sur des sujets spécifiques, vous pouvez former certains de vos collaborateurs, et cette formation, merci de nous l'avoir obtenue, c'est bravo au syndicat, ça permet en fait que on puisse donner une formation à nos collaborateurs en interne, sous différentes conditions. Il faut qu'il y ait un programme qui soit établi, il faut qu'il y ait une formation réelle et que ce ne soit pas des coups de tampon sur des cahiers quadrillés. Donc il y a quand même des règles. Mais cette formation, on peut la faire en intra-cabinet. C'est quelque chose que vous faites tous les trois ou pas? Nous, on le fait. Moi, je l'ai toujours fait dans mon cabinet depuis 6 ans, avant la DDA. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait une pause. Et puis pendant 45 minutes, on va parler d'un sujet. Ça peut être de la renonciation recours réciproque, ça peut être de la RCMS, ça peut être de la PJ, ça peut être n'importe quoi.
Et tous les collaborateurs du cabinet sont là. Bon, s'il y a le téléphone qui sonne, on répond au téléphone, bien sûr. Mais ça permet qu'en fait, les questions émergent de l'ensemble des collaborateurs. Et ça me permet aussi à moi, qui dispense, entre guillemets, la formation, de voir tous les manques que j'ai et les trous que j'ai à boucher. Mais le vrai sujet, c'est à partir du moment où on peut faire de la formation intra-cabinet. La question que je pose à nos syndicats, directement, c'est là où j'avais été questionné par l'Argus je crois il y a 15 jours. Pourquoi ne pourrait-on pas faire de la formation inter-cabinet? Mutualisée entre cabinets. Voilà, c'est-à-dire en fait, moi j'ai des compétences spécifiques dans tel domaine, il y a des domaines dans lesquels je suis totalement incompétent, il y en a beaucoup. Pourquoi est-ce qu'un confrère qui est compétent dans ce domaine-là ne pourrait pas venir dans mon cabinet faire une formation à mes collaborateurs? Donc ça, j'aimerais bien quand même que... Enfin, c'est pour ça que je la pose officiellement à la CSCA et à Planète Courtier, puisque les jeunes époux sont là. Et j'aimerais bien... Voilà. Mais il faudrait qu'on ait une réponse officielle, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, pour les syndicats, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que si on commence à faire des réunions CSCA, Planète Courtier, etc., enfin, je ne sais pas comment vous allez vous appeler, quel est le nom de famille qui va être retenu, mais lorsque le nom aura émergé, vous faites des réunions de formation avec des spécialistes de tel ou tel problème, questions qui viennent et qui forment des confrères, mais on peut grossir nos rangs aussi sur ce sujet-là. Juste question, remarque, la salle, pour revenir aux fondamentaux sur la DDA. La formation a toujours existé, mais en fait, ce qui est nouveau, c'est la formalisation, le formalisme. C'est quelque chose qu'on retrouve dans cette directive. Non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que dans ma sacoche, j'ai une vieille carte. Je suis vieux, hein. J'ai une vieille carte d'identité de commerciale en assurance de personnes et en assurance IARD. Et j'ai toujours chez moi, sous un sous-verre, parce que c'est quand même un document qui est beau, un cahier dans lequel il y a tout, qui recense toutes les heures de formation que j'ai accomplies durant ma carrière. Enfin, à l'époque, c'était obligatoire, parce que c'est toujours comme ça fonctionne par vague. Le pendule, il va dans un sens et dans un autre. Il y a eu une période dans laquelle on ne demandait plus rien. Maintenant, il se trouve qu'on redemande des choses qui étaient des fondamentaux il y a 30 ans. C'est pas plus mal, hein. Heidi, vous faites un peu la même chose en interne, où il y a un sachant qui diffuse son savoir aux autres? Alors la formation au sein du groupe Dolce Vita, c'est quelque chose qu'on a toujours pris à cœur, parce que je pars du principe que c'est un investissement en fait sur ses collaborateurs et sur les membres du groupe. Depuis l'origine, lors des entretiens annuels avec nos collaborateurs, on identifiait les besoins de formation et la volonté en fait de monter en compétence de nos collaborateurs, et dans l'année, on effectuait ces formations pour performer. Avec la DDA, on est allé plus loin dans la démarche, parce qu'on a la chance au sein du groupe Dolce Vita d'avoir un des associés qui a une capacité, qui a le titre de formateur. On a gardé la même identification des besoins. Donc on liste les réunions, enfin les points de formation à établir. On a pensé un programme de formation par rapport aux besoins. Et chaque formation mensuelle est validée par un questionnaire qui vient évaluer le niveau d'acquisition des apprenants. Voilà, donc on a été un peu plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas certifié ACPR, on aimerait que ça le soit un jour, pourquoi pas. Ça rentrerait aussi dans peut-être la formation intercabinet, parce que si nous, ce travail-là, il est fait chez nous, si demain on peut aider nos confrères à former leurs collaborateurs, parce que c'est fait, ça existe, pourquoi pas. Gratuitement, tout ça. Non, c'est payant. Parce que pour revenir dans les... Gratuit, ça n'existe pas chez nous. Gratuit, moi, c'est un argument qui fait moche. Moi, ça existe chez moi. Je veux dire par là que quand j'ai parlé de ça, bien évidemment, c'était en corrélation avec le premier point que j'avais évoqué. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait disponible pour faire de la formation chez des confrères s'ils me supportent, mais gratuitement. Le but du jeu, c'est pas de faire de l'argent. On est un corps, on est une profession réglementée. Pourquoi? Si. Tu veux faire comme Intermarché, on donne un certain au syndicat? Non, du temps. Vous avez l'air dubitatif. En un seul mot. Non, mais pourquoi ça serait pas gratuit? On est là pour se parler. Depuis, ça fait 7-8 ans que je dis que de toute façon, il y a des pans qui sont le grand courtage. Après, vous avez des professions qui sont les agents, etc. Mais quand on est courtier de proximité, c'est vrai que nous sommes des libéraux, c'est vrai que nous sommes des indépendants. Le problème, c'est qu'on ne se parle pas. Et quand on ne se parle pas, qu'on reste dans son coin tout seul, forcément, on réfléchit moins intelligemment quand on réfléchit. Moi, je voulais finir sur le sujet de la formation. Ouais. Nous, on a mis ça en place chez nous, Ouais. mais il ne faut quand même pas perdre de vue que le syndicat est donc la CSCA,
est un super support de formation, parce qu'on est quand même, on nous propose régulièrement des formations, alors, depuis 2019 qui sont validantes, et on a quand même des compagnies d'assurance qui sont responsables de la qualité de leur intermédiaire, donc des personnes à qui elles ouvrent des codes, et des personnes qui travaillent dans les cabinets, qui mettent aussi à disposition pléthore de formations. Alors, apparemment, pour certaines compagnies, elles sont validantes puisqu'il y a marqué certifié DDA. Je n'ai pas vérifié le fond du sujet. Ceci dit, c'est quand même dans leur intérêt de former les cabinets, donc les courtiers et les employés des courtiers, pour que ça aille dans le bon sens, puisque elles ont intérêt, donc toutes ces compagnies ont intérêt à ce que les personnes qui distribuent leurs produits détiennent de la compétence. Parler de bon sens, une petite question, hein. Avec le recul, pensez-vous qu'il existe encore une place pour les courtiers qui sont seuls, se former tout seuls, c'est compliqué? Pour moi, je réponds si vous voulez. Alors nous on pense... Une question à cantonade. Alors honnêtement, groupe Dolce Vita, nous on pense pas ça du tout, parce qu'au contraire on dit que le monde du courtage est dans une telle évolution. Oui, 15. Mais on pense qu'il faut mutualiser les moyens et se spécialiser. C'est-à-dire que je suis courtier généraliste et j'y suis très attachée. Ceci étant, être attaché à ces valeurs, c'est bien. Voir comment le monde évolue, c'est mieux, parce qu'on ne peut pas refuser l'évolution de notre système. La DDA nous demande aussi, quand on lit correctement le texte, de se spécialiser, ou tout du moins d'identifier nos domaines de compétences. L'objet du groupe Dolce Vita, c'est d'aller chercher des courtiers qui se sentent seuls, qui sont complètement submergés par la masse de réglementation et par le formalisme qu'implique notre métier, qui peut-être ne sont pas assez rigoureux pour respecter ces réglementations, et de leur offrir un back-office pour qu'ils puissent faire juste leur métier de courtier, c'est-à-dire accompagner, conseiller, vendre et proposer des solutions à leurs clients. Merci. Stéphane, un dernier mot? Je demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Cette réputation. 3 minutes. Ouais, c'est ça. Non, pour une fois, je vais très brièvement, effectivement. Le point sur la formation, je ne l'ai pas fait, mais ça va être très bref. Moi, par exemple, j'ai fait, et c'est ce que je regrette un petit peu dans la DDA, de grosses sessions de formation l'an dernier sur mes salariés, c'est-à-dire plus de 300 heures, tout confondu sur mes 4 salariés du cabinet, même un peu plus, 420, avec les MFPA, qui se sont très bien passés, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, si je veux me conformer, je peux, il n'y a pas de problème, sauf que je n'y ai absolument aucun intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes salariés sont formés, compétentes, elles n'ont surtout aucune envie, pour certaines, elles sont dans le cabinet depuis 15 ans, elles n'ont absolument aucune envie de faire de la formation, elles vont entrer dans les pieds, on a en permanence des sollicitations de compagnie et autres sur des produits, donc voilà, ça c'était juste une parenthèse, mais effectivement, j'attends avec impatience une solution avant la fin de l'année, juste pour être en conformité. Mais par contre, pour moi personnellement, là je suis mauvais élève, il n'y a pas d'intérêt, clairement dans le concret. Et après, je regrette juste qu'on ne puisse pas mutualiser les choses sur 2 années ou 3 années, parce que 15 heures de formation et par salarié, c'est pas pour moi cohérent, dans le sens où parfois on a besoin de beaucoup plus, parfois de beaucoup moins. Bon, voilà. Et sur l'autre sujet qui était effectivement... Vous avez préparé des cartes de visite, j'espère. Oui, je vais vous envoyer après. Mais il n'y a pas de clients là, c'est ça le problème. Non, je ne sais plus sur quoi on était justement, Edith, tu sais ? Seul. Ah oui, le courtier seul. Alors là, c'est un vrai sujet. Effectivement, je vais enfin complètement rejoindre ma consoeur. Je pense qu'il n'y a absolument aucun avenir pour le courtier seul. Moi, je me suis installé en 2007. J'ai mis à peu près 3 ans à avoir des codes de compagnie digne de ce nom. J'ai commencé à travailler avec des courtiers grossistes. Donc soit on va faire le distinguo entre les petits courtiers qui s'installent et qui ne travailleront qu'avec des courtiers grossistes, et effectivement il n'y a pas de mal à ça, même si c'est pas mon fonctionnement. Non, mais je fais attention à ce que je dis parce que je ne peux pas non plus. Voilà, mais non, mais vraiment, après il y a la place pour chacun. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de place pour des groupements, comme c'est déjà le cas sur l'assurance de personnes ou autre, où il y a des groupements qui ont été mis en place, qui permettent aux petits courtiers qui s'installent d'avoir tous les codes tout de suite, de travailler comme il faut, avec une vraie charte, avec un vrai accompagnement, et de travailler en tout cas avec les bonnes compagnies, plutôt que d'aller chercher des exotiques ou autres, ce qui est une mauvaise idée à mon avis. Voilà. Parfait, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment pour rester sur scène. Je vous remercie d'autant plus que c'est un exercice auquel vous n'êtes pas forcément habitué, de venir sur scène, de parler dans le détail. Pas tous les détails, mais quand même de l'exercice de votre profession. Je vais inviter maintenant Ludovic Degeron, qui est responsable conformité et réglementation à la CSCA, qui a aussi été de l'autre côté de la barrière, qui fasse part un petit peu. Là, on a entendu 3 chefs d'entreprise parler de leur ressenti avec le DDA, des choses qui avaient été entreprises
avant d'entrer en vigueur, vous avez des remontées des adhérents et vous les faites fuir. Alors, hein. C'est votre présentation, je pense qu'il les a fait fuir. Ah, voilà. Mais c'est bien, il faut être transparent. Est-ce que ce que vous avez entendu est conforme à toutes les remontées des adhérents que vous pouvez avoir de ces dernières semaines, ces derniers mois? Quels sont les points durs que vous avez identifiés? Quels sont les points les plus faciles sur tous les volets qui sont prévus par cette directive? Je pense que le sujet, en fait, le vrai sujet, c'est pas la question de la révolution, parce que alors, je sais qu'il y a peut-être des consultants dans la salle. Des fois, on joue à se faire peur en disant révolution, révolution, révolution. C'est une évolution, c'était une deuxième marche après la DIA. C'est sûr que voilà, il fallait déjà avoir franchi cette première marche pour bien franchir la seconde. Parce que, par exemple, sur le devoir de conseil, c'est pas une révolution. Typiquement, les pouvoirs publics, s'ils avaient pu ne pas modifier les textes, ils ne l'auraient pas fait, mais ils ont dû le faire avec la directive. En IARD, le devoir de conseil ne bouge pas. J'allais dire, si vous êtes DIA compatible, vous êtes DDA compatible au moins sur le niveau 1. C'est l'épargne éventuellement où ça a un peu bougé. La vraie problématique, c'est la soudaineté. C'est-à-dire que 2018, moi, ça fait tout à l'heure. Ouais. Ça fait 20 ans que je bosse dans le juridique de distribution dans la conformité. J'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire, on a DDA, RGPD, LCBFT, Sapin 2, FVA en fin d'année. LCBFT, je pourrais repréciser, c'est lutte contre le blanchiment. C'est ça. Voilà, on a eu une année 2018 catastrophique de ce point de vue-là. Et je pense que là, l'idée, c'est pas, il n'y a pas de révolution, c'est juste qu'il y a une phase d'atterrissage qui va se faire dans le temps. Il faut un petit peu de temps, mais moi, j'ai quand même des notes d'optimisme, parce qu'au niveau de la CSCA, alors c'est vrai qu'on aurait aimé négocier les conventions avec la FFA, une convention type avec les assureurs. Le point positif, c'est qu'on a rencontré 25 assureurs pour discuter de leur mise à jour des DRA RGPD. Très généralement, les assureurs, on peut noter qu'il y a une rouverture au courtage. Alors peut-être pas suffisamment, certainement, mais il y a une volonté d'aider. On va parler de lipides, nous on pousse au niveau de la CSCA pour que lipides soit généré dans la liasse de souscription automatiquement. Alors ça ne peut pas se faire comme ça, mais tous les assureurs l'ont entendu, c'est juste un coût de développement informatique qui est derrière, hein, ni plus ni moins. Il y a une vraie volonté de collaboration, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste négocié le wording. On a parlé du wording en tant que tel, mais on a surtout parlé opérationnel. C'est quoi votre vision de POG? C'est quoi votre vision du devoir de conseil? C'est quoi votre vision de la rémunération? Et au final, sincèrement, on est généralement tombé d'accord sur un point d'atterrissage. Donc il y a vraiment une note d'optimisme. Après, sur les sujets des adhérents, je pense qu'on a vraiment une bonne vision en termes de prise de température. On a à peu près 4000 sollicitations par an de la part de nos adhérents, soit par mail, soit par téléphone. Leur gros sujet, c'est la formation continue, évidemment. Il y a beaucoup de questions très concrètes aujourd'hui. Alors, il y a le problème du financement qui est le problème, à mon avis, majeur. Ça, c'est évident. Il y a des questions toutes bêtes. J'ai un CDD, est-ce que je dois le former? Ah oui, mais je l'ai 8 mois, pas 12 mois. Combien de temps, du coup, je dois le former? J'ai un salarié qui revient d'arrêt maladie. Tiens, il s'est arrêté, malheureusement, il était gravement malade. 2016, il revient le 1er janvier 2019. Alors, on a changé de monde. Combien de temps je dois le former, etc. Voilà, des questions extrêmement concrètes. Alors évidemment, on attend la doctrine de l'autorité sur le sujet, mais nous, on essaye de donner des pistes de réflexion, parce que je pense que sur le sujet, il ne faut pas viser le 100% conforme. Ce qui compte, c'est de mettre en place une méthodologie, dire oui, j'ai vu le sujet, voilà comment je l'ai appréhendé. Ah bon, monsieur le contrôleur, vous ne partagez pas? Bon, bah ok, je vais recalibrer. Le vrai sujet sur la conformité, c'est celui-là, c'est de se dire, j'ai vu le sujet, voilà ma vision, je la partage. Bon, bah ok, j'ai visé pas tout à fait juste, je vais recalibrer. Et tenir la cadence. Et tenir la cadence. Donc il y a la formation continue. Là, on a pas mal de sollicitations sur la question des rémunérations des salariés au sein des cabinets, sur les clauses de variables, par exemple, des commerciaux sur le quantitatif, le qualitatif. Pareil, il n'y a pas une doctrine, il y a beaucoup de zones grises sur le sujet. La CPR l'a dit, volontairement, elle veut laisser ces zones-là pour laisser de la marge de manœuvre. Oui, ça comporte aussi des risques derrière. Donc on guide, enfin on essaye de guider, on conseille les cabinets sur la rédaction des clauses pour en tout cas éviter les zones de risque. Le dernier point sur lequel on est sollicité, mais sur lequel on va devoir sensibiliser, c'est qu'à l'époque du tout réglementaire, déjà il ne faut pas oublier le business, mais à l'époque du tout réglementaire, il faut que chacun joue dans sa cour. Attention, et ça on l'a dit aux assureurs, et on le dit à nos adhérents pour leur réseau de mandataires de MIA. Chacun, du point de vue réglementaire, doit jouer dans sa cour. C'est-à-dire que, et c'est pas être irresponsable, c'est juste se dire je suis responsable pour ma partie.
L'assureur, et la gouvernance produit le dit, l'assureur n'a pas, entre guillemets, à se mêler de l'activité du courtier. Son conseil, son devoir d'information. Ça ne veut pas dire que le courtier n'en est pas responsable, c'est sa responsabilité propre. Là, on a un gros point de vigilance vis-à-vis des courtiers qui ont des réseaux de MIA. Attention à ne pas aller trop loin dans l'ingérence de l'activité du MIA, parce qu'il y a deux risques. Il y a la responsabilité réglementaire du fait d'autrui, il y a une jurisprudence, Vaillance Courtage, de la CPR sur le sujet qui est très clair, et puis il y a un risque de requalification en contrat de travail derrière. Bah oui, quand vous avez un MIA qui est dans vos locaux, que vous lui prêtez l'informatique, qu'il suit vos formations, qu'il doit respecter absolument vos consignes, ça crée un lien de subordination. Donc voilà les sujets, mais très sincèrement, je veux, et même mes équipes, avoir un discours optimiste, vraiment optimiste. On le dit d'ailleurs dans nos vidéos qui circulent sur YouTube de Minutes Juridiques, il n'y a rien d'infaisable. Avec le bon accompagnement, la bonne pédagogie, et c'est le rôle du syndicat, on offre des outils, on est présent, on fait des formations, c'est atteignable. C'est une question de temps, une question d'intégrer les process. Pour les adhérents, ils le savent, on a mis une base documentaire d'environ 200 questions-réponses avec des matrices, c'est vraiment atteignable. Il faut juste s'y mettre. Il faut se donner une phase d'atterrissage en se disant, ben voilà, dans 2 mois c'est fait, je vais y passer peut-être 2 heures par jour, et après je suis tranquille. Alors juste, je profite de votre présence, il y a une petite question qui a été posée, est-ce que c'est un de vos adhérents ou pas, peu importe. Certains courtiers commencent à recevoir des courriers des assureurs dénonçant des commissions sur encours au nom du conflit. Est-ce que c'est quelque chose? Alors, on a un petit sujet, on a un petit sujet sur la notion... Petit en souriant là, non? Non, comment? Non, il y a un sujet, mais qui est un faux sujet sur le plan juridique. Il n'y a pas de notion de conflit d'intérêts. La notion de commission sur encours, définissons-la d'abord. La commission sur encours, il y aura 1000 débats juridiques, c'est une commission d'apport qui peut être étalée dans le temps. C'est juste la contrepartie de l'apport à l'assureur qui est étalé dans le temps, qui est propre au contrat d'assurance vie. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. On a fait une analyse sur le sujet, on est remonté à 1874. Ah oui. La Cour de cassation depuis 1874, elle est en phase. Non, il n'y a pas de sujet. Très bien, ça sera le mot de la fin. Un grand merci à vous 6 d'être intervenus sur ce sujet d'autorisation, sur DBA. J'en profite pour dire que évidemment ces rendez-vous courtage ne se terminent pas là, maintenant, il y a encore tout l'après-midi, déjà un cocktail déjeunatoire, et ensuite la Courtage Academy, encore une fois notamment avec un point qui sera de nouveau fait sur l'autorégulation. Merci.